Donc nous avons planté le décor, la place du droit dans les Jeux Olympiques lors de cette première table ronde. Je remercie encore les intervenants de leur participation à cette table ronde qui était très intéressante. Et nous allons maintenant rentrer, si j'ai envie de dire, plus dans une granularité plus précise, puisque ces Jeux Olympiques avaient un projet porté, un projet RSE global qui se décline en plusieurs thèmes. Et le premier de ces thèmes, c'est un projet citoyen. Ce projet citoyen, porté par les Jeux Olympiques, consiste en gros à prévenir et à punir les maux qui gangrènent le sport de façon récurrente, comme on le connaît, qui ont des mots qu'on connaît bien: dopage, racisme, sexisme, haine, violence physique et autres. Alors, il y avait un défi qui était de prévenir et de prévoir la sanction de tous ces comportements déviants. Pour ce faire, j'ai invité mon collègue et ami Renaud Dorandeux de l'Université Paris-Dauphine, qui est professeur de sciences politiques, de modérer cette table ronde. Et par ordre alphabétique, il sera accompagné de Madame Bonnecarrère, qui est vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, qui est magistrate, donc judiciaire, de Anne-Charlotte Gros, qui est directrice générale de la Fondation pour le droit continental et qui m'a beaucoup aidé pour organiser, qui est la co-organisatrice avec le TAS de cette manifestation. Monsieur Ziad Khoury, qui est préfet, coordinateur national pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et des grands événements sportifs internationaux. Je le remercie d'être là parce que encore hier soir, il avait beaucoup de travail. Et puis Franck Lati, qui est professeur d'université à l'université Paris-Nanterre, collègue, publiciste, je crois, qui est nul n'est parfait, mais il y a beaucoup de publicistes ici aujourd'hui, n'est-ce pas, Monsieur Gauin? Il est ici en sa qualité d'arbitre du TAS, autre organisation organisatrice de cette manifestation. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je tenais à remercier les organisateurs et tout particulièrement Georges Decoq de m'avoir fait le plaisir et l'honneur de me confier la modération de cette table ronde. Alors, sans plus tarder, et je voudrais m'inscrire dans les propos qu'a tenus tout à l'heure Monsieur le Premier ministre, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont mis en tension notre modèle citoyen à tous les niveaux. Il s'agit d'un fait social total, global, qui a concerné aussi bien l'acceptabilité sociale des Jeux, plusieurs éditions de JO et précédemment avaient fait l'objet de mise en discussion dans les pays organisateurs, alors qui avaient une culture qui était démocratique, qui permettait l'expression de ces choix démocratiques. La question aurait pu se poser en France, et je laisserai Monsieur le Préfet Khoury y revenir, mais c'est un fait social global. Mise en tension des relations entre citoyens et nations, mise en tension des organisations qui portent le bon fonctionnement de ces jeux, et ce sera aussi bien l'objet de l'intervention de Ziad Khoury que de l'intervention de Madame Bonnecarrère, qui reviendra sur les modalités d'adaptation en temps réel et préparé bien sûr du tribunal judiciaire de Paris. Donc mise en tension globale, mais aussi il était question à l'instant de déviance. Comment anticiper, accompagner, réprimer la déviance, et sur ça on se placera sur deux terrains. Anne-Charlotte Gros évoquera, et le débat a déjà commencé d'ailleurs avant la table ronde, la question de la haine en ligne. Et des modalités de prévention et de dissuasion de la haine en ligne. Franck Lati reviendra, lui, sur la question du dopage,
Et autre élément central qui, bien évidemment, a eu la possibilité de traverser les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais qui diffuse beaucoup plus largement dans les pratiques sportives. Voilà, sans plus tarder, je me tourne vers Ziad Khoury, qui va installer le débat général. Merci. Merci beaucoup et merci de votre invitation. Donc, je m'exprime ici à titre personnel et sur la base de mon expérience de coordinateur entre 2021 et 2023. D'abord, en essayant de me raccorder à la notion de projet citoyen, que je vais essayer d'approcher de 4 manières. La première, c'est en posant une question d'emblée, c'est qu'aurait-on dit si les Jeux avaient été un échec ? On aurait parlé de faillite, de déclin français, etc. Donc, les Jeux, c'est un objet politique autant que sportif. Et quelque part, ça fait parler beaucoup d'une nation et ça l'étalonne, ça la situe dans son niveau. Rappelez-vous que la finale de la Ligue des Champions au Stade de France en 2022 avait un peu mis à mal notre image d'organisateur de grands événements, qu'on avait commencé à redresser avec la Coupe du Monde de rugby en 2023, que j'avais aussi géré, puis ensuite les Jeux Olympiques. Et donc, il y avait vraiment un enjeu politique au sens noble du terme qui était très fort, qui était la capacité de la France et donc de tous ses citoyens à organiser le plus grand événement jamais organisé dans le monde, les Jeux les plus importants qui n'ont jamais eu lieu. Et donc, c'était une démonstration de savoir-faire qu'il nous fallait effectuer. Et moi-même, je l'avais fait d'ailleurs lors de l'Euro 2016. C'est un Euro qui avait été organisé pendant l'état d'urgence, donc il y avait encore une autre équation. Mais cette démonstration de savoir-faire, elle devait être, passez-moi l'expression, mais une démonstration du Made in France. Parce que vous aviez eu le Qatar qui avait fait une excellente Coupe du Monde en 2022, mais il s'était beaucoup appuyé sur des prestataires étrangers qu'il avait associés, etc. Et pour nos Jeux, on a fait nos Jeux avec nos propres forces. Tous les secteurs de la société étaient impliqués d'une manière ou d'une autre, et donc c'était une œuvre collective. Et qui dit œuvre collective dit par définition œuvre citoyenne et projet citoyen. Et ce projet s'inscrivait dans un double défi pour la France. D'abord un défi géographique, parce que la France n'est pas une île, c'est comme les Jeux de Londres, c'est pas un désert, et donc c'est un pays qui est ouvert. Donc c'est évidemment une équation plus complexe que pour d'autres. Et puis un défi politique, pas seulement géographique, parce qu'on devait utiliser évidemment les armes dont nous disposons, y compris les armes juridiques dont nous disposons, quitte à les adapter. Je parlais tout à l'heure du temps de travail, par exemple. On sait très bien que l'enjeu des Jeux, c'est d'abord capacitaire, c'est-à-dire avoir assez de gens dans tous les métiers, pas seulement la sécurité, mais les transports et la santé, etc. Donc il a fallu adapter notre droit momentanément, mais aussi réduire les risques et les menaces en étant dans un cadre qui était évidemment un cadre d'état de droit et donc d'une façon moins disproportionnée que ce qu'on peut voir parfois dans d'autres pays. Pour prendre un exemple, j'allais dire extrêmement pratique, il y avait 175 km de voies olympiques pendant les Jeux, enfin un peu avant, un peu après aussi. Quand vous êtes aux Jeux de Pékin, ils réservent l'autoroute aux accrédités, donc aux athlètes, etc. Ici, l'autoroute A1, c'était une voie, il y avait 3 voies de circulation à côté. Donc, ça, c'est un exemple un peu terre à terre, pardon, mais du point de vue sécurité, c'est pas du tout la même équation. Donc, on devait être plus smart, si j'ose dire, que simplement de prendre des mesures massives. Deuxième point sur la citoyenneté versus les Jeux, c'est des exemples que je vais donner qui montrent l'engagement de tout le pays derrière ces Jeux. 45 000 volontaires, on les a eus, on a eu plus de demandes. Donc non seulement on a eu les volontaires qui sont des bénévoles, donc c'est vraiment par goût de l'aventure, de l'expérience et le goût de servir, parce que c'était des personnes de tous âges et finalement de tous milieux. Non seulement on les a eus, mais en plus ils sont venus. Parce qu'ils auraient pu, ce qu'on appelle le no-show, ils auraient pu dire, bon, bah, finalement, je préfère aller en vacances au mois d'août, où ça a l'air compliqué, où je suis pas rassuré. Ils sont venus, ils sont restés, parce que le défi des Jeux, c'est un défi de durée. Pendant plusieurs semaines, 3 ou 4, vous avez un niveau de densité géographique et dans le temps d'épreuves, d'événements qui sont pas que sportifs, qui font que on a besoin que les personnes ne partent pas dès le 2e jour, parce que finalement, ça leur a pas plu. Donc, ça, c'est un premier exemple qui montre vraiment comment les Jeux ont irrigué l'ensemble de nos compatriotes. Le deuxième, c'est la sécurité privée.
aucun jeu olympique dans la période récente, en tout cas, n'a pu réussir à disposer du nombre d'agents de sécurité privée suffisant. Ce sont les agents qui aident l'organisateur à sécuriser ses sites, parce que c'est sa responsabilité. Il y a toujours eu des faillites, à commencer par Londres en 2012, on a dû mettre l'armée à la place. Et donc, vous aviez le CIO comme le comité d'organisation qui nous disait il n'y a pas de raison que nous, on y arrive, et donc prévoyez dès à présent des plans de substitution, etc., alors que nous avions déjà mobilisé beaucoup nos moyens pour évidemment sécuriser l'espace public. Et donc, il y a eu un très grand effort de promotion du métier, d'augmentation du vivier, de stimulation du vivier d'agents, qui fait qu'on a eu beaucoup d'engagement de toutes parts, notamment des étudiants. On a créé un titre particulier, donc ça c'est l'adaptation du droit, qui était un certificat de qualification professionnelle événementiel, donc un peu allégé, et on est parvenu, alors que personne n'y croyait, à avoir à l'arrivée les personnes, et en plus qui restent aussi. Donc là aussi, il est connu qu'il y a un taux de non-présence pour les événements. L'Euro de foot en Allemagne, qui avait lieu 1 mois avant ou 2 mois avant, c'était, moi j'avais parlé à l'organisateur, c'était 20%. Le jour J, 20% de moins. Bon, là, on avait demandé à ce qu'ils prennent 20% de marge, donc en fait, là où il fallait 100 personnes, ils en amenaient 120, mais malgré tout, ça a marché, et ça montre qu'il y avait un narratif autour des Jeux qu'on a réussi à construire, qui est l'idée d'un événement d'intérêt national, point 1, 2, qui n'arrive qu'une fois par siècle, et donc qui nécessite que tout le monde s'y mette, et ce que vous appeliez l'acceptabilité, donc il faut qu'il y ait une adhésion, c'est pas juste les Jeux ont lieu, j'y peux rien, c'est je suis partie prenante de la réussite des Jeux. Troisième exemple, c'est ce qu'on appelle les réserves citoyennes, vous en avez dans l'armée, la gendarmerie et la police. Il y a eu un très gros effort d'utilisation de la réserve et d'augmentation du nombre de réservistes, et on a à peu près atteint nos objectifs d'augmenter ce nombre de réservistes qui sont venus aider très utilement les forces de sécurité intérieure permanentes et qui ont montré un engouement qui laissera évidemment un héritage, puisque ces personnes-là continueront d'appartenir à ces forces de réserve. Je passe sur un certain nombre de dispositifs de sécurité très inventifs qu'on a mis en place, qui ont permis des mutualisations entre police et gendarmerie, qui ont permis des centres de commandement qui fonctionnaient de façon modernisée. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique de sécurité, sauf si vous le souhaitez, mais en tout cas, qui ont montré vraiment cet esprit de travail en commun, de cause commune qui a permis la réussite des Jeux, parce que c'est d'abord une réussite humaine, il faut pas se le cacher. Et puis le dernier exemple le plus large, c'est tous les corps de métier finalement qui ont accepté, et au mois d'août, nous sommes en France quand même, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé ou différé des congés, et pas seulement différé, parfois renoncé, dans le système de santé, on parlait tout à l'heure du système judiciaire, dans les transports, donc tout le monde a répondu à l'appel, et finalement ça prouve bien que chacun a compris que les Jeux, au-delà de leur objet sportif, au-delà de leur dimension évidemment aussi économique, était un objet de citoyenneté et de fierté nationale. Le troisième point qui est important, c'est qu'on n'a pas fait les mêmes Jeux que les précédents. À Tokyo, c'était des Jeux sous cloche sanitaire, pas de public. Traditionnellement, ils sont sous cloche sécuritaire, si vous regardez les Jeux précédents. Nous, on a voulu en plus ajouter à notre défi en faisant des Jeux ouverts. Et le premier signe de cette ouverture, c'est le choix même des sites de compétition. D'habitude, quand vous faites des Jeux, vous créez un nouveau quartier, comme à Barcelone, à Helsinki ou dans d'autres endroits. Vous créez de nouvelles infrastructures et tout est conçu pour être pratique du point de vue de la desserte et de la sécurité dès le départ. Nous, on a fait le choix d'utiliser notre patrimoine ou nos espaces publics, alors à Paris ou autour de Paris, en Seine-Saint-Denis ou dans les Yvelines, par exemple, et donc de faire finalement nos Jeux downtown et dans des milieux denses, urbains. Et donc ça leur donnait évidemment un côté beaucoup plus greffé sur l'environnement, un peu moins hors sol, très beau d'ailleurs, il y avait une esthétique des Jeux, mais finalement c'est évidemment une marque aussi d'interaction plus grande avec l'environnement, les gens qui habitent là, qui travaillent là, ou l'ensemble du pays. Je pourrais aussi évoquer évidemment les cérémonies d'ouverture olympiques et paralympiques qui ont lieu pour la première fois en dehors d'une enceinte sportive. Il y a eu beaucoup de lieux de célébration, parce qu'aujourd'hui les Jeux, c'est un événement de célébration, c'est pas seulement un événement sportif, donc ce qu'on appelait les clubs 2024, il y en avait partout en France. Donc c'était pas les Jeux de Paris, c'était les Jeux en France. Donc ça aussi c'était une réussite. Et puis il y a eu même des épreuves qui étaient ouvertes. Vous aviez par exemple si vous vous souvenez des images du vélo, c'est-à-dire des épreuves où on pouvait assister gratuitement, il y avait beaucoup de monde qui venait, voire participer.
sur inscription, comme le marathon pour tous. Donc tout ça, c'est des innovations. Alors, le marathon pour tous, c'est une innovation, mais par exemple, vous prenez le marathon des Jeux ou les épreuves sur route, le cyclisme, etc., on était sur du linéaire, c'est-à-dire on partait d'un point, on arrivait à l'autre, alors que d'habitude, c'est un circuit. Vous faites 4 fois 10 km. Donc là, il y avait quand même un engagement géographique beaucoup plus large. Et là aussi, il fallait mettre beaucoup plus de moyens pour sécuriser tout cet aspect. Et puis le dernier point qui me paraît, rencontrer cet enjeu de citoyenneté, c'est que les Jeux, c'est pas un moment, c'est un processus. Et donc tous ceux qui contribuent à sa préparation, on a parlé des chantiers tout à l'heure, mais on pourrait parler d'autres sujets, sont d'une manière ou d'une autre dans cette perspective des Jeux qui est assez mobilisatrice pour la citoyenneté. Ça a un impact aussi dans tout le milieu associatif, pas seulement les clubs sportifs, dans la pratique du sport. Enfin, il y a quand même cette idée que tout le monde s'empare des Jeux. Et le meilleur exemple, c'était la flamme olympique qui a traversé l'essentiel du pays, et en tout cas une large partie du pays, et avec 11 000 relayeurs. Donc là aussi, ça a amené vers les Jeux. C'est un processus, c'est aussi un héritage, comme on dit, c'est-à-dire que on dit beaucoup que c'est une parenthèse. Évidemment, les Jeux, c'est pas une éponge magique, ça n'a pas effacé les problèmes fondamentaux du pays, mais c'est pas juste une parenthèse. Ça laisse normalement une trace, un héritage. La principale, à mon avis, elle est immatérielle, c'est-à-dire la France a pu montrer au monde et se montrer à elle-même qu'elle était une nation, une société qui était encore capable d'organiser des grandes choses et de se souder autour de ces grands projets. Ce qui n'était pas forcément donné, il y avait beaucoup de scepticisme avant, et parfois même on avait l'impression que certains regrettaient dans les commentaires que ça soit si bien passé, mais ça montrait quand même cette capacité et cet héritage sur le plan du sentiment national. Il y a aussi évidemment l'héritage matériel, on parlait du village tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup de chantiers de transport qui ont été accélérés ou d'infrastructures qui font du lien, qui ont été mises en place. Puis on a toute une filière événementielle qui évidemment pourra être très compétitive en France et à l'étranger si on arrive à structurer une offre globale. Et si on arrive du coup à continuer à briller, parce que c'est quand même un grand secteur économique, l'événementiel, notamment dans certains pays du monde actuellement, et donc ça nous positionne positivement. Il y a eu aussi, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, des interrogations qui relèvent vraiment du citoyen sur la sécurité numérique, sur l'intelligence artificielle. Les Jeux, c'est le premier événement où on a introduit l'intelligence artificielle en matière de sécurité publique. C'était ce qu'évoquait tout à l'heure à la table ronde la loi olympique sur la vidéoprotection algorithmique. Donc tout ça, ça a nécessité de se poser des questions. Mais il y a toujours eu un fil conducteur du début à la fin, c'est qu'on a voulu des Jeux qui fassent l'objet d'un consensus suffisant. Et on a toujours maintenu les Jeux au-dessus de 70% de consensus, autour de 80%. Si c'était pas le cas dans un pays démocratique et qui a tendance à la polémique comme la France ou au scepticisme, on aurait eu beaucoup de difficultés. Et donc l'adhésion et non pas la résignation au jeu est toujours resté, malgré des épisodes évidemment de discussion, est toujours resté forte, cette acceptabilité. Et pour nous, c'était le critère majeur. Donc quand on fait par exemple des dispositifs sur l'intelligence artificielle, on exclut d'emblée la reconnaissance faciale parce que c'est un débat en soi polémique qui dépasse les jeux et donc on voulait pas que ça interfère. Mais c'est le cas pour beaucoup d'autres sujets. Et donc on a conservé ce côté tout le monde joue le jeu et par adhésion. Et je pense que ça c'est le plus grand succès de nos jeux parce qu'en fait les jeux c'est quelque chose qui est porté par une nation. C'est vraiment une expression nationale au bon sens du terme et elle le porte avec son propre génie. Donc le génie français en la matière il existe, il s'est montré de façon éclatante. Et c'est passé par une appropriation citoyenne qui, dans une démocratie, est essentielle. Il y a d'autres pays qui organisent des grands événements, ils le font, j'allais dire, un peu hors sol parfois, ou en marge d'eux. Nous, on l'a fait avec tout le monde. Et c'est finalement ça la signature des Jeux de Paris. Et il faut que ce bilan devienne une promesse. Alors, convertir l'essai, c'est la médaille d'or la plus difficile à chercher, c'est pas gagné, mais je pense que c'est celle-là maintenant qui est devant nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Alors vos propos non seulement dessinent le cadre, la nation qui se donne à voir à elle-même, et sur toute une série de terrains. Alors le premier niveau, c'est celui-ci. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire et nous le montrons. Nous le montrons à l'étranger. J'ai été sensible à ce que disait tout à l'heure le Premier ministre. Voilà, la réussite est un enjeu de politique internationale.
Et voilà, à un moment où on discute beaucoup de l'impact des ingérences étrangères dans le débat national et les débats internationaux, bah, l'échec, ou en tout cas la réussite très relative des Jeux aurait servi des objectifs étrangers de politique d'État qui ne sont pas considérés aujourd'hui comme nos amis. Il y a eu quelques tentatives qui ont été, mais je parle sous votre contrôle, assez modérées et couronnées d'un insuccès immédiat, mais c'était à l'agenda d'un certain nombre d'acteurs internationaux. Donc l'État, le lien État-nation, il est vraiment questionné par des événements majeurs comme celui qui nous occupe aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, eh bien, la démonstration a été faite, hein, je mets mes paroles dans les vôtres, de cette capacité de l'État français à activer toute une série de liens. Alors, l'exemple que vous avez pris sur la très grande faiblesse du taux d'évaporation des volontaires est extrêmement significatif. C'est pour le prof de sciences politiques que je suis, c'est un sujet d'étude et je suis persuadé que ça sera exploité si ça ne l'est pas déjà. Voilà. Donc on a un fait social global. Et les terrains sur lesquels vous nous avez amenés sont centraux. La question de la capacité des organisations à supporter la charge, nous allons la traiter avec Pauline Bonnecarrère, qui est vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris. Et je vais me permettre, madame, de vous donner la parole pour vous nous expliquer de quelle manière votre juridiction a réagi. Merci, professeur. Effectivement, comme monsieur le préfet Khoury, mon propos va véritablement porter sur comment les organisations se sont adaptées aux défis qu'ont constitué les Jeux Olympiques et quel est le bénéfice citoyen véritablement que nous avons pu tirer de cette nécessaire adaptation. Et je vais vous le présenter au travers de l'organisation que le tribunal judiciaire de Paris a mis en place pour l'occasion et au travers d'une mobilisation qui, je trouve, a été d'une part exceptionnelle et d'autre part qui a constitué un modèle de concertation sociale, de travailler ensemble et de réussite collective. Et ce modèle et ces réussites, eh bien, elles nous ont permis d'atteindre nos objectifs et aussi d'atteindre des objectifs que nous n'avions pas perçus. En tout cas, ont eu des conséquences positives qui nous ont permis de dresser un bilan très satisfaisant, mais aussi de réfléchir à ce qu'il fallait en garder, aux bonnes pratiques qu'il fallait en déduire et véritablement à entraîner des volontés de tous d'en tirer les bonnes leçons. En préambule, ce qu'il faut préciser, alors je vais là-dessus un peu contester les propos qui ont été tenus sur la première table ronde, mais il y a eu une réelle augmentation de l'activité, qu'elle soit pénale ou civile, pendant les Jeux olympiques, et nous avons fait face à cette augmentation d'activité. Ce qui est exact, en revanche, c'est que nous avions prévu la possibilité d'une crise, ou en tout cas de faits délictuels très nombreux, de faits particulièrement graves, d'attaques nombreuses, qu'elles soient de nature cyber, qu'elles soient de nature terroriste, qu'elles soient en lien avec la criminalité organisée. Et nous avons eu à traiter de faits graves, mais de manière générale, l'activité policière et pénale est restée à un niveau tout à fait absorbable par les organisations que nous avions pu mettre en place, ce qui a fait que on a pu en fait faire du qualitatif avec le quantitatif qu'on avait prévu.
Alors, ce qu'il faut dire sur cette organisation, d'une part, c'est que elle a été très anticipée. Et ça, c'est quelque chose dont, en réalité, nous n'avons pas l'habitude. Nous, on est toujours dans des délais très contraints. On est toujours dans la mise en œuvre de réformes ou autres qui se font rapidement, dans l'urgence, avec des concertations qui sont parfois limitées. Là, nous avons eu un temps déjà de réflexion et de mise en place qui a été très long, puisque dès janvier 2023, nous avons commencé à réfléchir à notre organisation. Ce qui fait que cette organisation, elle a véritablement évolué au fil du temps, notamment parce que nous l'avons nourrie d'une concertation sociale très forte. Nous avons eu deux temps, enfin même 3 parce qu'il y a eu un temps rétex, mais nous avons eu 2 temps de concertation sociale, de commission restreinte et d'assemblée générale au printemps 2023 et à l'automne 2023, ce qui nous a permis vraiment de progresser tous ensemble dans l'organisation que nous avons pu mettre en place. Et le projet a véritablement évolué au fil des mois en prenant en compte l'ensemble des observations qui ont pu être formulées. Et c'est vrai que on s'est rendu compte que quand on avait le temps, on arrivait à des résultats qui étaient meilleurs, plus acceptables, plus acceptés et de meilleure qualité. Alors sur cette organisation, en réalité, un peu comme Paris a utilisé ces infrastructures existantes, nous avons aussi fait avec l'existant. Nous avons pris notre organisation habituelle et nous l'avons fait évoluer pour être à la hauteur de l'événement, et nous l'avons voulu adaptable et adapté aux différentes périodes, puisque l'activité pénale, qui est directement liée à l'activité policière, ne s'est pas uniquement concentrée pendant la quinzaine olympique, mais a commencé bien en amont et s'est poursuivie en aval de ces Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Donc, cette organisation, elle a aussi été rendue possible par une mobilisation des effectifs plus importante, évidemment, qu'à l'accoutumée. Nous avons voulu une organisation qui apporte une réponse pénale rapide et efficace. Donc on a vraiment mis le paquet sur ce qui s'appelle chez nous l'urgence pénale, donc la comparution immédiate et toutes les voies de poursuite sur déferment. D'une part parce que, comme tout le monde, nous voulions que notre réactivité, notre exemplarité, puisse être relevée par tous. Et puis, nous avions aussi des objectifs matériels assez clairs. D'une part, un public potentiel cible étranger, que ce soit les victimes ou les auteurs, donc avec une nécessité de ne pas avoir à faire revenir ces personnes à Paris pour attendre un jugement qui serait rendu dans 6 mois ou dans 8 mois. Et puis aussi une volonté pour nous de ne pas porter comme un fardeau un stock qu'on aurait constitué d'affaires pendant les Jeux Olympiques et qui serait venu obérer notre situation sur plusieurs mois. Donc c'est pour ça qu'on a véritablement insisté sur une organisation liée à l'urgence pénale et qui s'est manifestée par une organisation assez importante, avec 3 audiences de comparution immédiate par jour du lundi au vendredi inclus, 2 audiences de comparution sur connaissance préalable de culpabilité sur déferment et une voilure aussi très importante le week-end. On a vraiment voulu qu'il n'y ait quasiment pas de postes de réponse pénale dans la semaine pour ainsi continuer à être en flux tendu en permanence. Et donc, nous avions aussi 2 audiences de comparution immédiate le samedi, des audiences de plaidés coupables, donc véritablement un flux permanent et un flux que nous avons, une voilure de jugement que nous avons conservé durant
tout le mois de septembre également, à la fois parce que il y avait les Jeux paralympiques, mais sur cette période-là, on n'a pas véritablement relevé d'augmentation d'activité, mais surtout parce que il nous fallait juger tous les dossiers qui avaient éventuellement fait l'objet de renvois sur la personne, sur la période olympique. Tout ça, évidemment, avec une coordination très spécifique, très poussée, à la fois de la présidence et des services spécialisés. Et puis, à côté de cette urgence pénale, évidemment, des permanences très soutenues des services de l'instruction, que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la criminalité organisée, de droit commun, de lutte contre la cybercriminalité, qui se sont montrés à la hauteur. Et puis, il en a été un peu question aussi dans la table ronde précédente, une permanence bien plus intense que d'habitude sur la question de la propriété intellectuelle, qui elle aussi a pu occuper le tribunal dès avant les Jeux Olympiques, pendant et encore après. Nos effectifs, le tribunal de Paris, c'est 377 magistrats du siège, ont été complètement mobilisés. Et dès la phase de concertation, dès le début de cette phase, notre discours et notre bannière a toujours été tout se passera bien si tout le monde participe. Et le principe de base qu'on a toujours établi et qu'on a tenu malgré les critiques jusqu'au bout et qu'on est très content d'avoir tenu, c'est ça fonctionnera que si tout le monde participe et tout le monde mettra la main à la pâte. Donc tout ça, évidemment, après des concertations et des réunions qui ont été nombreuses au sein de la juridiction, mais aussi avec le barreau et le conseil de l'ordre des avocats. Cette organisation, elle nous a permis, parce que malgré tout, comme nous sommes une organisation conséquente, eh bien, de faire face à cette voilure et à cette hausse d'activité, sans que ça constitue un effort considérable. Évidemment, chacun a fait des efforts, a déplacé ses congés, a renoncé à certaines périodes, mais personne ne s'est retrouvé privé de congés. On a évidemment en cela été soutenu par la direction des services judiciaires qui nous a permis d'avoir des effectifs à la hauteur. Et puis nous avons été assistés par beaucoup de services qui se sont mobilisés, les services d'aide aux victimes, les services d'interprétariat qui ont été renforcés notamment par des étudiants en langue qui sont venus prêter leur concours pendant l'été. Le bilan, il a été très positif. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une réelle augmentation d'activité, puisque en juillet 2023, qui, je le rappelle, était une période très particulière pour nous, parce que juillet 2023, ce sont les émeutes. Donc, pour nous, c'était une période d'activité pénale très intense. Et en juillet 2023, nous avions eu 1501 personnes déférées. Et en juillet 2024, nous en avons eu 1716. En août 2023, nous en avions 1180. Et en août 2024, nous en avions 1688, donc quand même 700 personnes déférées de plus sur les 2 mois de l'été. C'était une réelle augmentation d'activité qui s'explique assez aisément par une présence policière évidemment très très accrue, qui a fait que en réalité, moi j'ai pris 1 ou 2 audiences le samedi. Alors c'était des dossiers assez simples à juger parce qu'il y avait tellement de policiers que dès qu'il y avait un fait qui était commis, les personnes étaient immédiatement interpellées. Donc les faits étaient à chaque fois relativement simples. Un vol, quelqu'un crie au voleur, immédiatement 10 policiers qui sautent sur le type. Donc ça fait que l'activité a été soutenue, même si je ne suis pas certaine que le niveau de délinquance était vraiment supérieur, mais en tout cas, le niveau d'interpellation et de réponse pénale, lui, l'était incontestablement.
Donc ça, c'était vraiment notre activité quotidienne et notre tout venant. Sur les grandes affaires, nous en avons eu beaucoup moins. Nous n'avons été saisis que de 2 projets d'attentats en lien avéré avec les Jeux Olympiques, un dossier d'intelligence avec une puissance étrangère ayant pour but de déstabiliser la France pendant les Jeux Olympiques. Pour le reste, l'activité est restée à un niveau stable, si ce n'est ce qui a été assez lourd pour nous, c'est l'ampleur des visites domiciliaires réalisées déjà depuis plusieurs mois avant la période des Jeux Olympiques et pendant la période des Jeux Olympiques. Là, on était sur une augmentation de 500% entre janvier et juin 2024 par rapport à l'intégralité de l'année 2023. Donc, une augmentation très conséquente. Sur l'activité civile, j'en parlerai un petit peu, même si ce n'est pas mon cœur de métier. La 3e chambre du tribunal de Paris a rendu 15 ordonnances de saisie contrefaçon avec des mesures de destruction sur requête de Dior, de Chanel, de Louis Vuitton. Des jugements en contrefaçon de marque, toujours concernant Dior, Vuitton, mais aussi Nike ou Lacoste. Et puis plusieurs décisions ont été rendues en référé à l'initiative du COJO ou du CIO pour des atteintes à de la propriété olympique, avec notamment des mesures de blocage des sites de revente de billets contrefaits en ligne, avec des procédures de fond très accélérées qui ont permis de rendre des décisions très motivées, mais dans des délais extrêmement rapides, et des décisions ont continué à être rendues pendant tout le mois de septembre. Donc, comme je vous le disais, un bilan qui a été vraiment très satisfaisant, et nous avons donc refait une petite série de consultations sociales dès le mois de septembre qui ont toutes permis de constater que il y avait vraiment un sentiment collectif de satisfaction, de réussite, d'avoir bien travaillé ensemble, qui était partagé par tous, avec l'impression en plus d'avoir pu faire du travail de qualité malgré cette urgence, d'avoir eu un niveau d'activité pour laquelle on était à la hauteur, ce qui pour nous est un peu exceptionnel, parce que évidemment vous entendez tous les jours la question des tribunaux surchargés, des audiences qui finissent à 4 heures du matin. Là, on a eu un peu cette parenthèse, et on aimerait, comme dit le préfet Coury, que ce ne soit pas qu'une parenthèse, et bien d'avoir l'impression de faire du bon travail dans des bons délais, de rendre une justice de qualité, et puis voilà, ce sentiment que chacun avait été acteur de la réussite. Par ailleurs, c'est vrai que nous avons eu aussi des motifs de satisfaction. Alors évidemment, la présence, on en a parlé tout à l'heure, du tribunal arbitral du sport dans les locaux du tribunal de Paris, c'était quelque chose de très important pour nous. Et il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une idée de Julie Couturier, qui à l'époque était bâtonnier de Paris, qui préside maintenant la Conférence nationale des barreaux. C'est elle qui a eu l'idée que nous proposions au tribunal arbitral du sport de s'installer dans nos locaux, ce qui a, je pense, été une très belle démonstration de solidarité internationale judiciaire, et qui a été vraiment très appréciée par tous. Alors, par nos amis du TAS, mais pour nous aussi, ça a été un véritable plaisir. Et puis, ça venait aussi s'inscrire dans la mise en lumière qui ont été celles des monuments parisiens, et notamment des lieux de justice, la cérémonie d'ouverture, que ce soit les danseurs devant le tribunal de commerce ou la conciergerie, ont été tellement mis en lumière que voilà, ça a été aussi, c'est venu alimenter ce sentiment de fierté partagée. Et puis il faut dire que les médias ont été tout à fait
relayer cette image positive. Tous les reportages qui ont pu avoir lieu chez nous ont donné une image très positive de la juridiction que nous avons appréciée. Donc évidemment, maintenant, quelles leçons en tirer? Qu'est-ce que nous allons garder de tout ça? Eh bien, vraiment cette volonté pour nous de dire, peut-être que en faisant quelques petits sacrifices qui sont pas énormes, mais peut-être en étant de permanence un peu plus souvent, peut-être en renonçant à tel ou tel week-end, avec, si tout le monde renonce un peu, eh bien, on peut peut-être conserver le niveau de travail très qualitatif qu'on a pu avoir pendant ces Jeux olympiques, et l'idée de travailler un petit peu plus, mais dans de meilleures conditions, fait largement son chemin chez nous. Merci beaucoup, madame. Donc, on mesure à vos propos l'extension de la notion de performance. Et c'est normal, beaucoup de questions de performance sportive, mais à vous écouter, la performance organisationnelle a été majeure. Et voilà, j'ai employé tout à l'heure le terme d'acceptabilité pour le grand public, pour la masse des citoyens. Mais si je me tourne vers vos collaboratrices et vos collaborateurs, cette acceptabilité a elle aussi été marquée. Alors le chef de l'État n'avait pas parlé de parenthèse, lui avait parlé de trêve olympique. Peut-être sur un modèle qui nous venait du Moyen-Âge en matière religieuse. Là, il était question de trêve olympique, donc vous plaidez pour une extension de cette trêve olympique, et même au-delà, pour une refabrication des modes de travail, des modes opératoires au sein de l'organisation. En tout cas, je crois qu'on a dépassé la simple notion d'acceptabilité, qui était effectivement ce qu'on cherchait à l'origine, et ce à quoi on a abouti et auquel je ne sais pas si on s'y attendait pas, en tout cas on n'y avait jamais réfléchi en ces termes. Ce à quoi on aboutit, c'est une confiance vraiment très importante dans notre capacité à organiser et à tenir une organisation de grande valeur. Et en fait, cette confiance, pour construire derrière et réfléchir ensemble à des organisations plus adaptées et plus efficaces, eh bien, ça change tout. Très clairement, on le voit maintenant dans les échanges qu'on peut avoir avec nos collègues et les organisations syndicales. On a vraiment ce sentiment de lien, de confiance qui s'est ancré. Alors le terme est très important, on aura l'occasion d'y revenir pendant le débat, parce que voilà, on caractérise, si on lit la presse, si on lit les essayistes, la France comme une société de défiance. Et donc là, le retour de la confiance est une externalité extrêmement positive. Alors malgré tout, on va passer du côté obscur de la force avec les questions relatives au dopage. Donc il y a quasiment une histoire olympique du dopage, et la lutte contre le dopage est presque constituant de discipline à part entière. Mais je me tourne vers Franck Lati pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Alors je suis un peu inquiet quand on se tourne vers moi en disant je me tourne vers le côté obscur de la force, mais ça ne vous disait pas personnel. J'avais bien compris. Mais merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Ça a été relevé, mais je trouve que c'est une excellente idée de faire un colloque post-Jeux Olympiques, parce qu'il y en a eu beaucoup. J'y ai contribué avant les Jeux Olympiques, mais un colloque un petit peu bilan, ça me paraît très très utile. Alors, pour commencer, quelques données quand même concernant la question du dopage lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ça ne vous a pas marqué sans doute, parce qu'il n'y a pas eu de scandale de dopage pendant cette édition des Jeux. On n'a pas eu l'affaire Ben Johnson ou autre, ce qui laisse entendre que les choses se sont bien passées et que en tout cas rien n'a été détecté. Alors il y a eu, selon mes informations, il y a eu 5 cas positifs détectés. 2 ont fait l'objet d'un recours devant la chambre arbitrale ad hoc du TAS
chambre antidopage du TAS qui était présente à Paris, également au tribunal judiciaire, j'imagine. Donc il y avait la chambre ad hoc dont vous a parlé Carole Malinvaud, mais il y avait aussi une chambre antidopage ad hoc qui traite les litiges antidopage à titre disciplinaire. Donc seulement 2 cas ont été traités. Les autres font l'objet de poursuites disciplinaires. Environ 39% des athlètes ont été contrôlés pendant des Jeux Olympiques, sachant qu'il y a, je crois, 10 500 athlètes. Donc je vous laisse faire le calcul. Je ne vais pas me risquer à une épreuve de calcul mental dès à présent, mais enfin, vous voyez qu'il y a quand même eu un nombre très important de contrôles. Je crois que c'est le record battu à l'occasion de tous les Jeux Olympiques jusqu'à présent, avec un mode d'organisation assez particulier, un mode de répartition des responsabilités assez particulier pendant les Jeux, puisque s'agissant des Jeux Olympiques, c'est le Comité international olympique qui a la responsabilité du programme antidopage. Il l'a délégué à l'ITA, l'International Testing Agency, donc c'est l'agence internationale de contrôle qui est présidée par Valérie Fournéron, ancienne ministre des Sports française. Et donc c'est l'ITA qui a établi tout le programme de dopage. Sachant par ailleurs que le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, a mis en place les différentes structures, les postes de contrôle, etc., que le COJO a signé un contrat de prestation de service avec l'Agence française de lutte contre le dopage, et c'est l'Agence française de lutte contre le dopage qui a mené les contrôles, qui a fait des enquêtes, qui a aussi mené un programme d'éducation en matière antidopage, et les analyses des prélèvements ont été menées par le laboratoire antidopage français à l'université Paris-Saclay. Donc on a comme ça toute une architecture assez complexe, sachant par ailleurs que s'il y a des problèmes de trafic, là on n'est plus dans le cadre sportif, on est dans le cadre pénal, mais Madame Bonnecarrière m'a informé tout à l'heure qu'au tribunal judiciaire de Paris, rien n'est arrivé concernant des trafics de produits dopants. Je ne sais pas si Monsieur le Préfet a des informations en la matière, mais voilà, globalement, on n'a pas eu de scandale tel que celui du Tour de France 1998 où la police avait perquisitionné dans les voitures des équipes, dans les chambres d'hôtel, etc. Donc les choses se sont, on peut le dire, bien passées au regard de la lutte antidopage. Bon, on sait aussi par ailleurs que les tricheurs ont souvent un train d'avance, voire plusieurs, et que parfois c'est seulement a posteriori qu'on a des méthodes qui permettent de détecter des substances, mais là aussi dans le cadre applicable, les échantillons sont conservés pendant une période qui peut aller jusqu'à 10 années, ce qui permet ex post de faire des contrôles et potentiellement de récupérer des médailles et de sanctionner les personnes qui se seraient dopées. Donc voilà quelques propos introductifs et purement factuels sur la lutte antidopage pendant les Jeux Olympiques de Paris. On est donc au sein d'un colloque sur la sport et responsabilité sociétale et dans une table ronde sur le projet citoyen. Et je dois dire que quand j'ai été approché par mon collègue Georges Decoq sur cette question du dopage, j'ai eu un petit moment de perplexité sur le rattachement du thème antidopage à la responsabilité sociétale et au projet citoyen. Et alors, faute d'échanger avec une intelligence humaine, je me suis tourné vers l'intelligence artificielle pour voir la voie qui pouvait être tracée. Je fais comme Maître Goliot, j'ai vu l'apport potentiel de l'intelligence artificielle, donc je me suis tourné vers l'oracle du XXIe siècle, ChatGPT. Je dis, voilà, quelles sont les questions de lutte antidopage en lien avec le projet citoyen pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et bon, j'ai eu du ChatGPT, c'est-à-dire beaucoup de mots mis bout à bout, où ça brasse beaucoup d'air, mais bon, il y a quand même certains points assez intéressants, puisque le projet citoyen donc des Jeux de Paris inclut plusieurs initiatives en matière de lutte contre le dopage. L'objectif principal, c'est de promouvoir un sport éthique et responsable en garantissant l'intégrité des compétitions, sensibiliser les athlètes et le grand public sur les dangers, les conséquences du dopage, etc. Défendre les valeurs du sport, un sport propre, et tout ça dans le cadre de l'éthique sportive. Donc tout ça me paraît tout à fait pertinent. Et puis j'ai été encore
plus convaincu par la brève intervention de Georges tout à l'heure sur le fait que voilà, il s'agit de prévenir et punir les maux de la société. Alors je me suis attaché donc à faire les liens entre la lutte antidopage à l'occasion des Jeux et ces questions justement de responsabilité sociétale, de projets citoyens. Et c'est vrai que il y a quelques voies d'entrée, on va dire, notamment. Il y a l'idée que le CIO, le COJO, puisque ce sont eux qui, à titre principal, organisent la manifestation sportive, que ces entités ont des devoirs de conformité, de vigilance en matière de prévention et de lutte contre le dopage. J'ai regardé les instruments applicables et pour le COJO, il y a une charte d'éthique qui a été adoptée, la charte d'éthique de Paris 2024 qui comprend un article 11. Je vous le cite, c'est court. Conformément au code d'éthique du CIO, Paris 2024 s'engage à prendre les mesures permettant aux autorités en charge de la lutte contre le dopage d'assurer leur mission. Donc on voit que c'est pas le COJO qui se charge de la lutte antidopage, on renvoie aux autorités compétentes et comme je vous l'ai dit, c'est plus le CIO, l'ITA et d'autres structures. Le contrat ville-hôte ne dit pas grand-chose sur la lutte contre le dopage. En revanche, le code d'éthique du CIO, auquel le code d'éthique du COJO renvoie, nous dit à son article 8 que les parties olympiques respectent les dispositions du Code mondial antidopage. Il y a un texte d'application du code d'éthique du CIO sur les principes universels de base de bonne gouvernance au sein du mouvement olympique et la lutte contre le dopage y figure avec l'objectif le besoin d'une politique de tolérance zéro en matière de lutte contre le dopage, etc., etc. Donc on peut rattacher à certains égards, notamment à travers ces instruments éthiques, on peut rattacher la question de la lutte antidopage à travers cette idée de responsabilité sociétale, de compliance, de conformité et de cette idée de projet citoyen qu'il faut un sport propre. Donc voilà, il y a des accroches et je vous rassure, c'était totalement pertinent. Mais cela étant, alors c'est peut-être mon côté publiciste, je sais pas, mais cela étant, ça me gêne un peu quand même d'insérer la question de la lutte antidopage au sein du concept de responsabilité sociétale des entreprises, au sein de l'idée de compliance, etc. Parce que pour moi, le cadre conceptuel, c'est pas celui-là. Le cadre conceptuel de la lutte antidopage, ou le cadre juridique même de la lutte antidopage, pour moi, c'est pas celui de la RSE, c'est pas celui de la compliance, etc. On a un vrai cadre juridique, à mon avis, beaucoup plus ferme est beaucoup plus établi avec avec une agence mondiale antidopage qui a été créée par les États et le mouvement sportif au sein duquel il siège à parité. Cette agence mondiale antidopage a adopté un code mondial antidopage qui harmonise toutes les règles dans tous les sports et normalement dans tous les pays. Et justement, les États se sont engagés par une convention internationale, la convention de l'UNESCO contre le dopage de 2005, à adopter des politiques qui soient conformes aux principes du Code mondial antidopage. Donc on a vraiment un cadre juridique qui est totalement différent de celui qui a été évoqué sur la loi Sapin 2, sur le devoir de vigilance, la directive européenne, etc. Et à mon sens, ce cadre est beaucoup plus ferme et beaucoup plus engageant. On est beaucoup moins dans les obligations de moyens, la vigilance, etc. On a des obligations quand même assez fermes au sein du mouvement sportif. Le CIO est signataire du Code mondial antidopage. Il doit respecter le Code mondial antidopage et le règlement antidopage qu'il a adopté est parfaitement conforme au Code mondial antidopage. Le COJO, en tant que partie olympique, doit aussi respecter ce Code mondial antidopage. La France a elle-même, en tant que signataire de la Convention de l'UNESCO de 2005, elle a dû s'engager, avec une pression considérable d'ailleurs de l'Agence mondiale antidopage sur l'Agence française de lutte contre le dopage. Et en fait, le droit français, et ça c'est sans doute un des héritages, on va dire, des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 en matière antidopage, c'est que le droit français a complètement évolué et s'est mis en conformité avec le Code mondial antidopage, ce qui n'était pas du tout le cas. Je prends un exemple très précis, l'appel devant le tribunal arbitral du sport. Le Code mondial antidopage dit que pour les sportifs de niveau international ou qui participent à des compétitions internationales,
l'appel ne se fait pas devant le juge national, l'appel se fait nécessairement devant le tribunal arbitral du sport. La France a pendant très longtemps résisté à ce type d'appel, et le Conseil d'État était le premier à bloquer, à mettre des bâtons dans les roues en invoquant la souveraineté de la France, etc. En France, le droit du sport relève du droit public en grande partie. La lutte antidopage, ça relève aussi, la lutte sportive antidopage, ça relève du droit public, et donc ça bloquait considérablement. L'Agence française de lutte contre le dopage risquait d'être suspendue par l'Agence mondiale. En tant que signataire du Code mondial antidopage, l'Agence française devait avoir un environnement juridique compatible avec le Code mondial, ce qui n'était pas le cas, notamment sur la question de l'appel. Sans les Jeux Olympiques, je ne suis pas certain que la loi française et la législation française auraient évolué, que le Code du sport a été changé pour être conforme avec le Code mondial antidopage. Les Jeux Olympiques ont été un facteur de pression, on va dire, parce qu'il n'était pas concevable que l'Agence française soit suspendue alors que les Jeux Olympiques approchaient. Et donc, voilà, je ne veux pas être trop long, mais simplement pour dire qu'il y a un cadre juridique de la lutte antidopage au niveau international, interétatique, mais aussi au sein du monde du sport, qui est différent de celui de la compliance, avec des normes beaucoup plus strictes, beaucoup plus engageantes. Et à mon avis, c'est presque dangereux d'insérer la question de la lutte antidopage dans le cadre de la responsabilité sociétale ou dans le cadre de la compliance, etc., ou même du projet citoyen, parce que ça affaiblit un peu la norme. On serait plus dans les devoirs de vigilance, obligations de moyens, etc., alors que pour moi, le cadre juridique est beaucoup plus strict et laisse beaucoup moins de latitude. Merci. Merci. Alors, grâce à vous, on est resté sur le terrain de la performance organisationnelle et normative, en fait. C'est un terrain qui s'inscrit parfaitement dans l'ordre du jour en termes de conception de politique publique spécifique. Moi, j'ai été sensible à ce que vous disiez à la fin, la difficulté à rapprocher le projet citoyen ou l'engagement citoyen et la lutte contre le dopage. Alors, on va rester. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du côté obscur de la force, mais bien évidemment, ça ne vise personne. On va rester du côté de la déviance. Les chiffres, je me tourne maintenant vers... J'ai échappé à la déviance. Ouais, vous avez échappé à la déviance. Je me tourne vers Anne-Charlotte Gros, alors qui m'a un peu inquiété tout à l'heure parce qu'elle m'a cité des chiffres sur en considérant uniquement le public français, et je vais pas dévoiler les chiffres qu'elle a cités, mais voilà, sans plus tarder, je vous donne la parole pour évoquer la question qui a pris une importance considérable au cours des dernières années de la haine en ligne. Merci beaucoup. Donc je suis directrice générale de la Fondation, mais j'ai très peu d'occasion de parler de mon sujet de cœur, à savoir la lutte contre les violences en ligne. Alors désolé, les deux derniers intervenants sont sur une touche négative, mais il faut parler de ce fléau-là, puisque la violence, c'est le 3e fléau dans le domaine du sport, après le dopage et les matchs truqués. Donc c'est un fléau quand même dont il faut parler lorsqu'on parle d'organisation de jeux. Alors, pourquoi les violences en ligne sont décuplées dans le domaine du sport? C'est la question qu'on se pose. Parce que d'abord, le sport, c'est un des contenus audiovisuels et numériques les plus regardés par les Français. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de Français qui s'y intéressent que, bien évidemment, il y a plus de risques. Alors, il y a plusieurs rapports qui ont été faits en amont des Jeux, et notamment l'ARCOM qui est l'autorité coordinatrice dans le domaine de la lutte contre la haine en ligne en France, qui donc a fait des sondages, et 2/3 des Français, avant les Jeux, déclaraient qu'ils avaient l'intention de regarder les Jeux Olympiques, et 60% pour les Jeux Paralympiques, ce qui est énorme. Donc effectivement, il y a beaucoup de Français concernés. Alors, les violences, c'est le 3e fléau, mais lorsqu'elles sont en ligne,
c'est encore pire puisque bien évidemment nous avons tous les inconvénients de la propagation de la violence en ligne, à savoir la viralité, l'espace-temps, c'est-à-dire que la haine a lieu tout le temps, 24 heures sur 24, l'absence de frontières, donc bien évidemment quand ce sont des jeux de l'ampleur mondiale, il y a beaucoup plus de personnes qui s'expriment, et enfin l'anonymat, parce que beaucoup de personnes se cachent derrière l'anonymat pour se sentir complètement libres de s'exprimer. Alors, effectivement, j'ai trouvé des chiffres qui sont assez alarmants. Alors, on n'a pas encore beaucoup de chiffres sur les jeux de cet été, mais on a quand même les chiffres des derniers Jeux de Tokyo 2021, puisque 87% des athlètes féminines ont été victimes de cyberviolence. Alors, il faut savoir que les femmes sont les premières victimes de cyberviolence, mais là, 87%, c'est quand même un chiffre assez énorme et assez alarmant. Et puis, un autre chiffre tout aussi alarmant, c'est l'ARCOM, que je cite, qui a fait ce rapport 6 mois en amont des Jeux, et qui a interrogé les Français, et 53% donc des consommateurs actifs de diffusion de sport sur Internet déclarent avoir déjà publié un message négatif à l'encontre d'un sportif. Ce qui est énorme quand même, plus d'un Français sur 2 consommateurs actifs des réseaux sociaux en termes de sport avoue avoir déjà professé des messages négatifs. Et puis un autre chiffre de 2022, 2 Français sur 10 estiment que les injures homophobes dans les stades sont des expressions complètement sans conséquence. Donc, non seulement il y a des chiffres alarmants, mais une absence totale de prise de conscience des conséquences sur nos sportifs. Alors, pourquoi ces violences en ligne sont plus importantes dans le sport? Parce que, bien sûr, il y a une pression. Il y a une pression sur la performance, sur le fait de gagner ou de perdre. Il y a une émotion sportive autour des résultats, des décisions d'arbitre qui sont jugées injustes, des défaites qui sont difficiles, et aussi un esprit de groupe pour les sports collectifs où, bien évidemment, lorsque c'est une équipe, il y a tout un pays derrière une équipe, et donc des messages qui sont professés, ce qu'on appelle en meute, c'est-à-dire ou en raid numérique, c'est-à-dire donc avec même un sentiment de harcèlement, puisque il y a une répétition aussi des messages. Enfin, la rivalité entre les pays, entre les sportifs peut devenir malsaine. Le non-respect des règles, donc ça c'est aussi assez important. Et enfin, un dernier élément de l'analyse, c'est les paris sportifs. Les paris sportifs, il faut savoir qu'il y a de l'argent en jeu, que c'est un marché très 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 juteux, puisque par exemple dans le monde du tennis, on en a parlé tout à l'heure, le marché du pari sportif est de 2 milliards d'euros en 2023. Et en fait, comme les parieurs mettent de l'argent, donc ils sont sous pression eux-mêmes, et bien évidemment, quand ils ont parié sur un joueur ou sur un sportif qui perd, c'est la catastrophe. Et donc, il y a vraiment une démultiplication de la haine en ligne. Je prends pour exemple donc une joueuse de tennis, Alice Tubello, qui est la 219e joueuse mondiale, âgée de 23 ans, qui a participé cet été, au mois d'août, à un tournoi au Pérou, et qui a perdu, malheureusement, et qui a reçu près de 300 messages haineux de la part des parieurs sportifs. Donc ça, c'est un fléau qu'il faut vraiment considérer, parce que donc elle a porté plainte, puisque aujourd'hui, on incite de plus en plus les sportifs et le staff avoisinant à porter plainte. Alors, quelles sont les actions qui ont été mises en place par justement l'organisation? Donc, il y a le CIO qui déclare, donc c'est une déclaration qu'ils ont fait dans la presse, avoir utilisé donc une intelligence artificielle pour faire en sorte que les 15 000 athlètes et leurs équipes, donc à peu près 17 000 personnes, donc les profils de ces 17 000 personnes, donc soient surveillés et que
l'intelligence artificielle soit capable de retirer les retraits illicites, de retirer les messages illicites, pardon, avant même que ça arrive aux sportifs. Alors, est-ce que ça a marché ? On ne sait pas. Je pense que ça serait intéressant d'en faire l'analyse. Mais en tout cas, ce dispositif aurait été déployé pendant tous les Jeux. Et donc, ce qui permet aux sportifs de ne jamais recevoir le message haineux et donc de continuer sa compétition. Et lorsqu'il y avait quand même des commentaires qui passaient à travers, parce que l'intelligence artificielle ne fait pas tout, une cellule psychologique a été mise en place pour pouvoir les aider en cas de souffrance. Et puis bien sûr, les outils classiques comme Pharos, on peut toujours signaler tous les contenus, donc la plateforme française de signalement des contenus illicites. Alors, le ministère des Sports avait déjà aussi pris des mesures avec des sociétés d'intelligence artificielle pour faire de la modération automatique, et puis aussi avait signé au mois d'avril avec le 3018 pour que ça soit un numéro qui soit mis en place pour les jeunes qui sont cyberharcelés. Alors, il y a eu aussi une mobilisation de la société civile très importante, puisqu'il y a 6 associations qui se sont mobilisées dans le mouvement qui s'appelle #JOP sans haine. Donc je vais les citer parce que en fait je me fie aussi aux chiffres de ce rapport. Point de contact, génération numérique, SOS racisme, je suis là, droit pluriel et Respect Zone. Et en fait moi je fais partie de cette association et c'est aussi pour ça que ça me tient particulièrement à cœur. Donc ces associations se sont regroupées et pendant 10 semaines elles ont fait des campagnes de sensibilisation. Elles ont fait de la veille et elles ont mis en place un vrai système de signalement de propos haineux grâce à Point de Contact, qui est une association qui recueille les propos haineux. Et il y a aussi eu une mise en place d'actions de bienveillance, ce qu'on appelle les actions de bienveillance. C'est tout ce qui est contre-discours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la suppression des messages ou la saisine d'un juge, il y a aussi également la possibilité d'aller mettre du positif dans les débats pour faire baisser la haine. Donc ça, c'est une autre façon de lutter contre la haine. Et puis, la mise en place d'un dispositif pour analyser les datas et tous les messages haineux. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Point de contact donc, a enregistré plus de 150 signalements. Dans ces signalements, 28% d'entre eux ont été des messages confirmés par les juristes de Point de Contact comme étant des messages haineux. Et l'association a ainsi pu obtenir le retrait de 93% des contenus illégitimes. Alors c'est vrai que ça reste effectivement, c'est intéressant d'avoir ce chiffre par rapport aux algorithmes qui enlèvent, puisque là on a une vraie modération juridique et on se rend compte qu'il y a seulement 28% qui étaient finalement des contenus illicites. On en a parlé avec monsieur le préfet. Voilà, donc tous les contenus ne sont pas insultants, ne sont pas illicites. Il faut qu'il y ait un encadrement juridique et il faut bien veiller à ce que ça corresponde à cet encadrement juridique. Alors, parmi les messages violents qui ont été analysés, 35% quand même ont une origine raciale, ethnique ou nationale, c'est le plus gros pourcentage. Donc c'est quand même énorme sur tous les messages violents qui ont été exprimés. On relate 100 000 messages haineux, mais ça c'est une statistique qu'on a, que j'ai retrouvée dans la presse, qui est du mois d'août. Donc on n'a pas encore vraiment, mais il y a eu quand même de la haine. Et il y a eu 36 plaintes qui ont été déposées. Alors il y a des personnalités qui ont décidé de porter plainte parce qu'effectivement on pense que la médiatisation de ces contentieux est très important. Donc il y a eu Thomas Joly, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi la boxeuse algérienne Iman Khelif, la breakeuse Rachel Gunn qui s'est fait complètement, qui a été victime d'un raid numérique après sa prestation, et enfin toute l'équipe de Thomas Joly, que ce soit la chorégraphe donc Maud Le Pladec,
et aussi les personnes qui ont participé au spectacle, comme la DJ Barbara Butch et Nicky Doll. Vous remarquerez qu'il y a quand même pas mal de femmes dans les personnes qui ont été victimes de haine. Alors aujourd'hui, si on fait un petit bilan de la haine en ligne aujourd'hui en Europe et en France, on considère quand même qu'on a un dispositif juridique qui est assez complet. Il y a eu une foultitude de lois et de règlements, notamment la loi de 2020 où il y a eu la création de l'Observatoire de la haine en ligne et justement de ce pôle national de lutte contre la haine en ligne au sein du parquet de Paris, donc la création d'un parquet numérique spécialisé dans la lutte contre la haine en ligne. Il y a aussi régulièrement des plans nationaux de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations qui sont renouvelés tous les 3 ans. Il y a un règlement européen dont on attend énormément parce qu'il révolutionne un petit peu la donne pour les plateformes numériques, qui est le règlement pour les services numériques. Et enfin, la loi du 21 mai 2024 pour sécuriser l'espace numérique, qui permet aux juges une chose très intéressante, c'est le bannissement temporaire, c'est-à-dire qu'un jeune qui ne se rend pas compte de la teneur des messages qu'il professe, on lui suspend son profil pendant quelques mois et ça lui permet en fait d'abord de voir ce que c'est que d'être privé de réseaux sociaux et ensuite bien évidemment avec un rétablissement, tout ceci est provisoire et je trouve que c'est une très très bonne mesure. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation? Il faut bien évidemment continuer la sensibilisation et la prévention, notamment dans les pratiques sportives, pour qu'elles soient plus respectueuses. Il faut accroître la transparence des plateformes, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop haut. Bon, ça va venir avec le DSM, mais il faut vraiment qu'on ait un retour sur comment ces algorithmes sont faits. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une volonté aussi de pousser ce qui est haineux pour que ça fasse du buzz? Créer un fonds de garantie pour les victimes de cyberharcèlement en ponctionnant les plateformes. Et enfin, renforcer le contentieux. On sait qu'il y a très peu de moyens financiers. Il y a seulement 6 magistrats au parquet de Paris, au parquet spécialisé numérique. Il y en a 100 en Allemagne. Et plus de peines temporaires, alternatives, adaptées et une médiatisation, bien sûr, pour que le sentiment d'impunité s'arrête et qu'on soit vraiment dans l'application du droit sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors donc pas de trêve olympique pour la haine en ligne, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Alors un grand merci à tous les 4 pour votre précision et votre concision qui nous laisse, si j'ai bien compris, 15 minutes avant l'horaire prévu pour la pause déjeuner. Donc les micros sont ouverts et les questions sont adressées à nos intervenantes et intervenants. Alors, il y en a une première. Merci. Bonjour, oui c'est bon. Merci pour vos interventions. Je suis étudiante au sein du master droit des entreprises et RSE sous la direction de monsieur le professeur Decoq et je m'interroge sur les bilans et les leçons des Jeux Olympiques et notamment la question des expulsions parce qu'elles ont été chiffrées à 20 000 par une association, enfin plusieurs associations et le chiffre est sorti en ce début du mois de novembre, pardon. Et je voulais savoir quelles étaient vos positions individuelles et collectives en tant que personnes qui ont participé à l'organisation des Jeux et si vous en tirez des leçons particulières. Parce que c'est des expulsions de personnes précaires de leur lieu de vie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, qui souhaite... Je n'ai pas bien compris de quelles expulsions on parlait en fait. Je crois que c'est ça. Oui, bonjour.
Merci. Si la question, la belle question est abordée après, on en discutera parce que c'est un vrai sujet. Guylaine Yerceau, j'ai plusieurs casquettes, mais je suis aussi Petit Débrouillard, une association d'éducation populaire par les sciences pour les sciences. On a été un petit peu impliqué pendant les Jeux Olympiques. Bon, je faisais partie des gens très sceptiques, donc je le dis préalablement. Je n'ai pas participé à certains événements, mais je me suis beaucoup promené dans Paris. Je rejoins ce qui a été dit et on est heureux que ça se soit très bien passé. Par contre, je m'interroge sur la suite et merci quand même d'avoir parlé aussi des problèmes sur les réseaux sociaux qui sont toujours très très présents, très latents et les difficultés qu'on a par rapport à ça. Donc je pense qu'on devrait aussi, en tant que droit sur les questions, le suite du numérique, voir comment ça se poursuit parce que ça s'est énormément amplifié et dans différents lieux. Et nous-mêmes, en tant qu'association d'éducation populaire, on le voit sur le territoire national et les Outre-mer. D'ailleurs, on en a très peu parlé, d'ailleurs, de la question des Outre-mer et des conséquences sur tout ça. Donc, c'est pas forcément ma question n'est pas forcément liée à la table ronde présente, mais quand même, c'est un effet plus comprendre un peu les suites de cette réussite, on peut le dire, de cette réussite. Surtout, je faisais partie des gens très sceptiques et plutôt opposés aux Jeux Olympiques à Paris. Et je me posais la question pour aussi les prochains Jeux qui ont lieu, je crois, en 2030, les Jeux d'hiver. Mais quels sont les apports de toute cette réflexion? Et je terminerai par... on a parlé d'une approche... citoyenne, j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez. Alors c'est ça que je voulais dire aussi, que malheureusement, on n'a pas assez profité de ces moments pour faire du social et faire venir des jeunes. Ça a été au dernier moment quand il y avait pour les Jeux paralympiques et pas assez, je veux dire, que ça soit inclusif vraiment. Pas assez, non, je sais, on peut être sceptique, mais non, pas assez. Moi, dans tous les environnements que j'ai pu côtoyer, je le dis avec honnêteté, je n'étais pas sur place en tant que tel, parce que je fus une grande sportive, mais je le suis plus du tout. Merci, enfin, ou peu. Merci, je suis content de retrouver Guylaine d'abord, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Il y a eu une billetterie sociale aussi qui était quand même assez développée, ce qui veut dire qu'il y a, notamment pour les départements franciliens, mais pas seulement, enfin il y a des collectivités et l'État qui ont mis à disposition des billets en dehors du tirage au sort, donc qui étaient beaucoup plus accessibles ou gratuits, et pour les Jeux Olympiques, pas seulement paralympiques. Après la suite, c'est un peu ce qu'on en fait. Pour 2030, il y a des leçons d'organisation, tout à l'heure ça a été dit par Madame la Présidente, c'est-à-dire partir... suffisamment tôt, ce qu'on ne fait pas facilement en France, donc l'anticipation de l'événement. L'inscription de l'événement aussi dans des valeurs qui ne sont pas juste incantatoires, mais aussi dans un environnement. Alors, les Jeux d'hiver, c'est un peu particulier, parce que c'est beaucoup plus... c'est moins grand, il y a moins d'épreuves, c'est plus ciblé, mais c'est l'occasion de... Je vais pas parler des questions d'environnement, je crois que ça sera traité plus tard. Oui, mais c'est pas trop mon rayon, en fait, mais il y a quand même un équilibre à trouver entre l'idée de jeux qui soient spectaculaires et en même temps qui restent sobres. Financièrement, ils l'ont été à Paris, objectivement, parce que quand on regardait le coût des jeux dans d'autres pays avant, ils étaient beaucoup plus grands, et tout simplement parce qu'on a beaucoup moins construit, on s'est beaucoup plus appuyé sur l'existant. Et la trace, l'impact environnemental, ça suppose d'avoir un certain nombre d'actions qui ont été menées. Mais par définition, quand on fait quelque chose, ça laisse forcément des traces, et ça sera encore plus sensible pour les Jeux de 2030, puisque c'est dans un environnement en principe un peu plus montagneux. Donc après tout, on n'est pas obligé d'aimer les Jeux. On peut ne pas aimer les grands événements sportifs ou pas, parce qu'ils ont une caractéristique un peu démonstrative qui peut déplaire. Donc quand je disais qu'il y avait un taux d'adhésion entre 70 et 80, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui n'adhéraient pas, et c'est leur droit, bien sûr, c'est pas le sujet. Et on peut aussi exprimer du scepticisme, et là, il y en avait plus que... Je dirais, il y avait peut-être 100% qui exprimaient du scepticisme, ou 99%.
parce que on est devant l'incertitude. Les Jeux de Paris n'ont rien à voir avec les Jeux précédents, et ceux qui vont avoir lieu à Los Angeles encore différemment, tout simplement parce que les menaces sont différentes. La menace numérique a évolué, la menace par les drones, enfin je ne peux pas rentrer dans ce sujet-là, la menace terroriste n'est pas forcément la même, les risques eux-mêmes ne sont pas les mêmes, et les jeux eux-mêmes évoluent, les disciplines changent, le public peut varier. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas simplement copier-coller des jeux précédents. Il faut garder des éléments de leçon, mais il faut toujours être vigilant à ne pas tomber dans cette routine. Voilà, mais je pense que je pense que les gens étaient quand même contents, voire fiers, pour certains en tout cas, que ça se passe bien, y compris les personnes qui habitaient ou qui étaient autour des Jeux. Je pense en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Paris. Il y a eu des polémiques sur les bouquinistes, etc. Il y a eu un esprit pragmatique quand même à l'arrivée, ce qui me paraît nécessaire. Et je pense que c'est un bénéfice pour le pays parce que le coût est resté quand même globalement maîtrisé. Les externalités positives existent quand même. Alors c'est l'image du pays, mais elle était déjà... Bon, je veux dire, Paris n'a pas forcément besoin de trop de publicité, mais il ne faut pas négliger le passage, par exemple, de la flamme, parce que nous, on n'habite pas dans ces lieux, mais quand elle passe dans le Doubs, quand elle passe un peu partout en France, c'est un événement qui se prépare parce que c'est pas juste des relayeurs qui passent, c'est toute une série d'organisations, d'animations, de pratiques sportives. Si on arrive déjà à faire en sorte qu'il y ait un regain d'intérêt pour ce qui constitue quand même un trait d'union social, notamment dans le secteur rural, c'est-à-dire la pratique du sport et les équipements qui vont avec. Et puis par extension, il y a eu l'Olympiade culturelle, par exemple. Enfin, voilà, on a essayé un peu de faire d'un événement sportif un événement global. En même temps, comme on est dans un pays, comme j'ai dit tout à l'heure, démocratique, l'événement global ne peut pas être un événement imposé. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui aient envie et que, soit pour entreprendre des choses, soit pour y prendre part. Globalement, ça a été le cas, mais après, ça dépend un peu de nous. Je suis désolé, je suis un peu fumeux dans ma réponse, mais la question était large. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voulez... Ça, je sais bien. Olivier Gohin, Panthéon-Assas, je suis professeur. Je voudrais poser une question au préfet Khoury au sujet de la contribution des armées à cet événement, en particulier en quantité, mais également les domaines en particulier d'intervention des armées. Alors, les armées sont intervenues dans tous les domaines. Bon, je ne suis pas rentré dans l'architecture de sécurité des Jeux parce que c'est pas tellement l'objet, mais en tout cas dans tous les domaines. Alors le domaine en mer ou fluvial, notamment il y avait des épreuves, par exemple en Polynésie, les épreuves de surf, les épreuves de voile à Marseille, et puis même le transport de la flamme par le Belém, etc. Donc c'était organisé, par le pilote, c'était la marine. Ils ont évidemment été impliqués dans les airs, parce que toute la maîtrise de la sécurité aérienne, les postures qu'on a prises, tout ça en grade, on était au plus élevé. On a créé un système pour la cérémonie d'ouverture de sécurité par rapport au trafic aérien et de la bulle sur l'ensemble du parcours de la cérémonie, notamment pour lutter contre les drones, entre les drones malveillants et ceux qui étaient admis, etc., qui n'avaient jamais été pratiqués. Donc on a vraiment créé un grade supérieur. Donc toute la maîtrise du ciel, alors quand je dis c'est l'armée, derrière d'autres concours, vous avez aussi des systèmes, des unités d'intervention, de la police ou de la gendarmerie anti-drone, mais ils s'inscrivaient dans un schéma piloté par l'armée de l'air, et on avait travaillé étroitement avec elle. On avait créé un centre national de commandement stratégique où l'armée était présente et la plupart des ministères étaient présents, où il y avait des interactions avec leur propre centre de commandement. Je ne parle pas de la chaîne de commandement, mais elle a été particulièrement élaborée. Et puis pour l'armée de terre, on a eu l'engagement de 15 à 20 000 soldats, alors que la force Sentinelle, c'est autour de 8 000. Donc on a fait du Sentinelle Plus, qui ont servi un peu dans la lutte antiterroriste, de présence, de prévention dans les lieux de regroupement, mais pas dans les sites sportifs ni autour. Et puis pour l'armée numérique, si j'ose dire, ils ont beaucoup... Alors, il y a un partage, tout ce qui est cyberattaque, c'est l'armée, et tout ce qui est cyber-résilience, c'est plutôt l'ANSSI et les ministères, mais il y avait quand même un programme global, un agenda de résilience numérique, on avait que de la menace cyber. Si on a eu moins d'attaques cyber, c'est aussi parce qu'on a durci la capacité de détection et puis ensuite de remédiation, et sur toute la surface d'attaque qui est quand même grande, hein, parce qu'il y a des portes d'entrée latérales via les partenaires commerciaux et autres, donc c'était pas uniquement l'État et les administrations ou les mairies de Paris et autres. Donc je pense qu'on n'a jamais eu autant de synergie entre intérieur et défense, et plus largement au sein des administrations.
L'armée a aussi servi sur le plan logistique, elle a pu aider. Et donc, c'était finalement pour elle l'occasion de montrer que l'armée, c'est aussi le lien armée-nation. Quand il y a un grand événement pour la nation, elle était présente. Alors, elle était tributaire de l'actualité internationale, donc on avait évidemment, heureusement, on n'a pas eu des engagements à prendre en même temps. Et on a évité la substitution de forces de sécurité intérieure ou d'agents de sécurité privée par l'armée, ce qui avait été le cas à Londres, puisque l'entreprise retenue avait fait défaillance. On l'a évité, mais on avait prévu quand même des plans B. Mais en tout cas, c'était pas prévu que ce soit les soldats qui fassent le job. Ça aurait été un engagement militaire pour alléger le travail de police armée, et ça aurait été pour les palpations ou les entrées, à ce moment-là, un appui par les forces de sécurité intérieure, si ça avait été nécessaire. Ça ne l'a pas été, en tout cas pas de façon globale. Et finalement, ça s'est bien passé tout au long du cycle de travail. Enfin, je sais pas s'il faut que je peux être plus précis, mais ça va être rébarbatif. Oui, alors c'est à la fois une manière de rebondir et peut-être de poser une question au préfet, mais une des particularités des Jeux de Paris 2024, c'est aussi la présence de forces policières, voire militaires, je crois, étrangères, puisqu'il y a, je crois qu'il y a pas moins d'une quinzaine de pays partenaires qui ont fourni des effectifs, beaucoup de policiers étrangers, notamment espagnols, italiens, norvégiens, je crois. Et ce qui a nécessité, je crois que c'était paru dans Le Monde, des accords de coopération avec ces États en question, avec des questions très concrètes, notamment est-ce que les agents étrangers peuvent porter des armes et est-ce qu'ils peuvent les utiliser et à quelles conditions. Et je crois que, alors j'ai vu ça dans la presse, hein, mais peut-être que vous pouvez confirmer, c'est que la règle, ça a été qu'on les a soumis aux conditions des policiers français. Donc je ne sais pas si vous avez des éléments sur ces accords conclus avec les pays partenaires et sur la présence de forces uniquement policières ou aussi militaires. Alors d'abord, sur l'armée, il faut savoir que le CIO aime bien l'armée. Parce qu'il a l'habitude, quand il organise les Jeux, de voir des militaires. Au Japon, c'est les forces d'autodéfense. En Corée, à Séoul, c'était le cas. En Chine, c'était le cas. À Sochi aussi, Jeux d'hiver ou Jeux d'été. Donc en fait, en arrivant, il s'attend à ce qu'on fasse un déploiement militaire. Donc il fallait lui expliquer qu'en France, on était organisé différemment et chacun avait son rôle. Et l'armée n'était pas preneuse d'ailleurs d'un engagement qui la fasse sortir de ses compétences de base. Et donc il y a eu quand même un travail aussi psychologique. Donc il a fallu un peu, pas résister, mais leur expliquer comment on allait faire et les persuader de la pertinence de ce schéma. Sur la coopération policière internationale, c'est une tradition. Quand il y avait l'euro, on faisait venir des spotters, enfin des policiers, des anglais, espagnols, etc., qui pouvaient comme ça communiquer avec les supporters, faire le lien. Il y a toujours un centre de coopération policière internationale, donc il y en avait un à l'avenue de Ségur, où tout le monde pouvait envoyer, il y avait Interpol, Europol, et tout le monde pouvait envoyer aussi des représentants, donc il y avait plusieurs pays qui avaient des personnes, donc ça créait un contact immédiatement pour identifier éventuellement, ou pour même rentrer ensuite dans des considérations judiciaires, amorcer quelque chose. Et ce que vous avez vu dans Paris, c'était plutôt pour l'exemple de coopération. C'est-à-dire que ça permettait d'assurer de montrer le caractère un peu international, toujours sur demande. Donc c'est nous qui avons demandé. Le pays accepte ou pas, ils disent qu'il peut faire ou pas. Par exemple, pour la Coupe du Monde de rugby, on était très intéressés pour avoir des Anglais, des Irlandais, par rapport aux supporters, etc. Mais là, les JO, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de disciplines et qu'il n'y a pas ce côté supporter. Donc c'était plus pour manifester cette coopération qu'on a vu ailleurs aussi. Par exemple, à Roissy, dans les aéroports, il y avait, notamment au sein de l'Union européenne, vous avez un système, enfin il y a deux niveaux. Il y a ce que vous pouvez faire au sein de l'Union européenne et ce que vous pouvez faire avec des pays en partenariat. On avait envoyé nous-mêmes au Qatar pour la Coupe du Monde de foot beaucoup de monde, notamment les Tantidrones, il y avait des centaines de gendarmes. Et en retour, donc, on était content d'accueillir, ça entretient aussi la bonne relation. Je dis ça parce qu'on a parlé des Qataris, mais en fait c'était Epsilon. Et il y avait par exemple Los Angeles, où les Américains étaient présents, puisqu'ils prennent le relais derrière. Donc les conditions d'usage et leur pouvoir sont extrêmement réglementés. Il n'y avait rien qui a dérogé. Et ils sont toujours avec des policiers français. Ils ne sont jamais tout seuls. On a aussi des ressources rares qu'on a sollicitées là pour des raisons opérationnelles. Les maîtres chiens détecteurs d'explosifs, on n'en avait pas assez. Donc on a demandé à des Suisses, à des Belges, enfin autour de nous. Et puis, par exemple, des mineurs, enfin des choses comme ça. Et là, on est plus sur des missions qu'on leur demande de faire avec toujours la force nationale. Pour le reste, c'était plutôt d'accroître la présence et de montrer qu'on était en lien avec les autres pays. Et ils n'étaient pas là dans une logique d'intervention opérationnelle.
Oui, moi je voulais réagir aussi en disant que, en fait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Parisiens en fait pendant les Jeux, les premiers Jeux, les Jeux Olympiques, mais en fait, ça a été une période qui a hyper bien fonctionné. Les services publics ont bien fonctionné parce que il y avait des moyens exceptionnels. Mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai entendu, ça serait super qu'on puisse en tirer les leçons positivement et de se dire bon bah bien évidemment on ne pourra pas perdurer, vivre avec ces moyens exceptionnels, mais au moins en tirer les leçons pour que les services publics puissent bien fonctionner comme on l'a vu. Donc moi, c'est en tant que citoyenne que je dis ça. Et aussi, une des raisons de cette journée, c'est pouvoir justement en tirer les leçons positives et négatives. Et surtout, on s'est aperçu qu'il y avait quand même, on ne le savait pas, un savoir-faire français. En matière d'environnement, on ne se rend pas compte, ça va être dit cet après-midi, mais on a vraiment fait des jeux verts, c'est-à-dire que il y a eu que 2 sites construits. On était dans la ville, on a prévu la réutilisation de ces 2 sites. C'est vraiment, on est vraiment pionnier sur le sujet de l'environnement et au niveau juridique aussi, parce que finalement, on n'a pas eu tant besoin de légiférer. Il y a une loi, mais on avait déjà tous les outils. Donc c'est vrai que cette journée, c'est aussi pour dire qu'il y a eu un savoir-faire qu'on ne connaissait pas. Moi, je n'étais pas consciente, mais on a su tous ensemble faire un exercice collectif. Les Jeux paralympiques, c'était exceptionnel en personnes présentes et voilà. Bien sûr qu'il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on fasse des efforts et c'est pas encore parfait. Mais en tout cas, on peut être fier aussi de cette excellente organisation. Et bravo si la justice a pu vraiment tenir, être présente. Et pareil pour les policiers et tout ça. Mais en tout cas, il faut qu'on soit fier aussi de tout ce qui a été fait. Merci pour cette conclusion extrêmement positive, dans un cadre qui est celui de l'état de droit, de la démocratie et des pratiques citoyennes. Alors, grâce à vous,